Ils m'ont dit d'arroser les plantes et de verrouiller les portes à double tour comme si j'étais une femme de ménage sur qui ils pouvaient compter, mais qu'ils ne pouvaient pas emmener. Tu es trop vieille pour les longs vols, grand-mère. Surveille juste la maison. C'est ce qu'ils ont dit avant de partir dans leur grand van noir, en riant des plages grecques et des fruits de mer frais. Ils n'ont pas vu mon visage en partant. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste fait signe. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé leur billet d'avion dans ma boîte aux lettres, toujours dans l'enveloppe de l'agence de voyage, non affranchie. Je les ai regardés pendant une minute entière comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Départ dans 3 jours. Athènes, 2 adultes, 2 enfants, assis côte à côte. Mon nom n'était nulle part. Bien sûr que non. Je les ai emmenés à l'intérieur, les ai posés sur la table de la cuisine et j'ai fait du thé. C'est ce qu'on fait à mon âge quand on reçoit un coup de poing en pleine poitrine. Tu fais du thé et tu attends que tes mains cessent de trembler. Mais elles ne tremblent pas. Elles tremblent quand j'ai pris mon vieux carnet d'adresses et trouvé le numéro de l'agence. Je voudrais annuler ces billets, ai-je dit. La fille à l'autre bout du fil a semblé surprise. Puis-je vous demander pourquoi, madame? Non, j'ai dit. Annulez-les simplement. Il y a eu un silence, puis un « bien sûr », poli, presque craintif. J'ai noté le numéro de confirmation. Puis je me suis préparé une autre tasse de thé. Je me suis assise dans le fauteuil où je berçais mon fils pour l'endormir et j'ai regardé autour de moi dans le salon. La photo de mon mari, Paul, était toujours sur la cheminée, toujours jeune, toujours souriant. Il était décédé il y a 20 ans. S'il avait été là, il n'aurait pas laissé cela arriver. J'avais été bien des choses dans cette maison. Une épouse, une infirmière, une secrétaire, une cuisinière, une réparatrice de jouets cassés et de cœurs brisés. Et depuis 10 ans, juste grand-mère. Pas Hélène, pas maman. Une présence en arrière-plan. Silencieuse et obéissante. Il pensait que j'allais rester assise tranquillement à attendre. Des nouvelles. Des photos de ciel bleu envoyées. Sur le chat familial. Des messages comme « Tu nous manques. J'aurais aimé que tu sois là », sachant pertinemment qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'emmener. J'ai regardé à nouveau les billets annulés. Puis j'ai ouvert le tiroir où je range mon passeport. Il était encore valide. J'avais un peu plus de 12 000 $ sur mon compte épargne, quelques milliers de plus en obligations. Aucune dette. Plus personne ne dépendait de moi. Plus maintenant. J'ai réservé un vol. Athènes, un siège en allée. Ensuite, j'ai appelé ma voisine Carole et lui ai demandé si elle pouvait arroser les plantes. Bien sûr, ma chérie. Tu vas quelque part? Elle a demandé. Juste un petit voyage, ai-je dit. J'ai fait ma petite valise, des chaussures confortables, mon plus beau foulard et cette robe bleu marine que je n'avais pas portée depuis les funérailles de Paul. Non pas par tristesse, mais parce que ça me donnait une allure élégante, et j'avais oublié comment porter quoi que ce soit qui me donnait cette impression. La veille de mon vol, je me suis assise sur le porche. La rue était calme. Un léger vent jouait avec le lierre. Je pensais à ce qu'ils diraient quand ils comprendraient. Peut-être qu'ils appelleraient. Peut-être pas. Peu m'importait. Pour une fois, je ne restais pas. Le matin arriva doucement. Je verrouillai la porte, laissai un mot à Carole et descendis les marches lentement, mais résolument. Je ne me retournai pas. L'agent d'embarquement jeta un coup d'œil à mon passeport, puis à moi, et sourit de ce sourire habituel que les jeunes font lorsqu'ils voient une personne âgée voyager seule. Bon vol, madame. Je ne répondis pas. Je continuai simplement mon chemin, une main agrippant la poignée de ma valise, l'autre tenant ma carte d'embarquement comme un bouclier. Je n'avais pas pris l'avion depuis près de 30 ans. L'aéroport était bruyant, métallique, tout en verre,
avec des annonces et des gens aux vies emmêlées. Mais je me déplaçais comme si j'étais appartenir, car faire semblant d'appartenir, c'est déjà la moitié du chemin. C'est quelque chose qu'on apprend quand on est resté discrètement invisible trop longtemps. Dans l'avion, je me suis assis côté couloir, immobile, pendant que d'autres fourraient leurs bagages dans les compartiments supérieurs. Le siège à côté de moi est resté vide jusqu'au dernier moment. Puis, un jeune homme, la trentaine, alliance, le regard calme, s'est assis dessus en soupirant. Long voyage, a-t-il demandé pendant que nous roulions. Assez longtemps, ai-je dit. Il a souri, puis m'a laissé tranquille, ce que j'ai apprécié. J'ai dormi presque tout le vol. Le genre de sommeil, pas profond mais nécessaire. Celui qui empêche le chagrin de se transformer en rage. À mon réveil, nous étions au-dessus de la Méditerranée. J'ai regardé par le hublot. Un bleu infini. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais vraiment réussi. Je n'étais pas là pour faire du tourisme. Je n'étais pas là pour photo. J'étais là parce qu'on m'avait interdit de venir. À l'aéroport d'Athènes, j'ai ralenti. La chaleur était différente, même à l'intérieur. J'ai pris un taxi jusqu'à une modeste petite pension dans une rue latérale. Rien d'extraordinaire, mais propre. La réceptionniste parlait anglais et m'appelait « Madame », comme si cela avait encore un sens. Une fois dans la chambre, j'ai posé ma valise contre le mur et je me suis assise au bord du lit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé le carrelage pendant un long moment. Le deuil ne ressemble pas toujours à des larmes. Parfois, c'est juste rester assis, à penser à tous ces anniversaires et à toutes ces fêtes où l'on a souri malgré le fait d'être indésirable. J'ai passé la soirée à marcher, pas loin. Quelques pâtés de maison seulement. J'ai trouvé une petite boulangerie. J'ai commandé du pain et des olives. Le serveur était gentil. Il ne m'a pas pressé. J'ai mangé lentement, sans même regarder mon téléphone. De toute façon, personne n'attendait de mes nouvelles. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La lumière était différente, plus douce. J'ai ouvert les volets et je l'ai laissé entrer. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai mis du rouge à lèvres. Juste un peu. La teinte que je portais. Avant que tout dans la vie ne devienne beige. Et désolé. J'ai demandé à la réception. Des recommandations. Pas des endroits touristiques. Un endroit calme, ai-je dit. La jeune femme a noté quelque chose. Essayez Anafiotica, dit-elle. C'est vieux, très paisible. Alors j'y suis. Allez. Maison blanche, ruelle tortueuse, chat. Dormant dans les embrasures de porte, fleurs et posés ébréchés. Tout était lent et obstinément beau. J'ai marché jusqu'à avoir mal aux pieds. Puis je me suis assise sur un banc de pierre et j'ai simplement existé pendant que de jeunes couples passaient sous le soleil, joyeux et bruyants. Personne ne me regardait. Personne ne me disait que j'étais trop vieille. Personne ne me disait de simplement surveiller la maison. J'ai pensé à ma petite fille, Amélia, 16 ans, qui m'envoyait toujours des filtres et des photos la langue tirée. Je me suis demandé ce qu'elle dirait si elle me voyait ici. Elle rirait probablement, ou peut-être lèverait les yeux au ciel. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une carte postale que j'avais achetée plus tôt. Je n'avais pas prévu d'écrire, mais mes doigts ont bougé tout seuls. Chère Amélia, devine où je suis. En Grèce. La mer est plus bleue que tu ne peux l'imaginer. J'espère que tu vas bien. Bisous, grand-mère. Je n'ai écrit ni à mon fils ni à sa femme. Ils n'avaient pas besoin de le savoir. Le courrier était près d'un café. J'ai déposé la carte.
puis commandé un café et l'ai bu lentement. Comme le faisait ma mère le matin, quand tout était calme. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai remarqué que je fredonnais un vieil air. Un air que Paul chantait en se rasant. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Je n'étais plus jeune. Je n'étais pas particulièrement courageuse, mais j'étais enfin là où je voulais être. Cela comptait. Je n'avais prévu de rencontrer personne. Là n'était pas la question. Mais la vie a son propre sens du timing, et elle vous consulte rarement avant de mettre quelque chose en branle. C'est arrivé au petit déjeuner, 2 jours après mon arrivée à Athènes. J'étais à la petite table près de la fenêtre, sirotant un café et beurrant des toasts avec plus de soin que nécessaire. En face de moi, à la table voisine, était assise une femme à peu près de mon âge. Ses cheveux argentés relevés en un chignon simple, son regard perçant malgré ses lunettes en demi-lune perchées bas sur son nez. « Tu mets trop de beurre, dit-elle sans embâge. Je levai les yeux, légèrement amusée. Mieux vaut que pas assez. Elle hocha la tête. Juste. C'était le début. Elle s'appelait Rosalie, directrice d'école à la retraite de Lyon, voyageant seule comme moi. Veuve. Ajouta-t-elle nonchalamment, comme si c'était juste. Un autre tampon sur son passeport. Elle avait cette assurance sèche et dure que certaines femmes portent comme un bon parfum, sans être envahissante, juste discrètement présente. Nous avons commencé à marcher ensemble, pas loin. Juste des promenades matinales dans les rues plus calmes. J'ai aimé sa façon de remarquer les choses. Pas les monuments dignes d'une carte postale, mais les détails. Tous les autres passaient. Un volet cassé peint en lilas. Un chien endormi près d'une statue. Elle n'essayait pas de capturer quoi que ce soit pour les réseaux sociaux. Elle regardait juste. Vraiment regarder. Au déjeuner, nous étions assis sous une terrasse couverte de vignes, sirotant du vin blanc. Frais. Elle a parlé de ses élèves, les fauteurs de troubles qu'elle appréciait secrètement le plus. Je lui ai parlé de mon jardin, à la maison, de la façon dont les tomates ne coopéraient jamais, même si je leur parlais gentiment. Et ta famille? Demanda-t-elle. Je marquai une pause. Ils vont bien, dis-je. Ils pensaient juste que j'étais trop vieille pour voyager. Ses yeux se plissèrent légèrement. Ils t'ont dit ça? Je hochai la tête. Elle ne réagit pas dramatiquement, sirotant simplement son vin. Tu es là, dit-elle. Alors, ils avaient tort. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je restais allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, repensant à toutes ces années passées dans mon coin. Aux fêtes d'anniversaire pour lesquelles je cuisinais, mais que je ne savourais jamais. Aux voyages que je finançais, mais auxquels je n'étais jamais invitée. Combien de fois je me disais, ils sont juste occupés. Ou, on a besoin de toi ici. Mais on n'avait pas besoin de moi. Pas vraiment. Au-delà du simple fait de garder les enfants, de préparer les repas, d'être une présence fiable. Le lendemain matin, Rosalie frappa à ma porte. Elle avait une carte pliée sous le bras et une lueur dans les yeux. Florence, dit-elle. Ce n'est pas loin. J'ai toujours voulu voir les Uffizi. Toi? Ai-je hésité. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Nous avons réservé des billets de train cet après-midi-là. 2 femmes de plus de 70 ans achetaient des allées simples comme des étudiantes en vacances d'été. Nous en avons ri au dîner,
même si quelque chose en moi était encore tendu, comme un vieux muscle qui n'avait plus l'habitude de bouger. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma belle-fille. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. As-tu vérifié le jardin? Le système d'arrosage est bizarre ces derniers temps. Non. Comment vas-tu? Non. Où es-tu? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait mes valises. Plié la robe bleu marine avec soin, emballé les perles, roulé mes chaussures dans un sac plastique. De vieilles habitudes issues d'années de voyages pratiques. J'avançais lentement, non pas à cause de l'âge, mais par plaisir. Dans un coin de ma chambre se trouvait un petit vase de marguerites fraîches. Un cadeau de Rosalie. Parce que tu as l'air de quelqu'un qui apprécie les fleurs sans avoir besoin d'eux. Raison. Elle n'avait pas tort. Ce soir-là, j'ai placé le téléphone dans un tiroir et je l'ai éteint. Pas de bip, pas d'alerte. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui attend d'être inclus. J'avais l'impression d'avancer pas à pas. Le train pour Florence partait juste après 9 heures. Nous étions assis côte à côte dans un wagon silencieux, nos sacs rangés. Au-dessus de nous, un sac en papier de croissant. Entre nous, Rosalie lisait un roman policier. En français. Je regardais par la fenêtre. La campagne défilait, douce et dorée, parsemée de vignes et de villages. Endormi. On aurait dit un tableau que mon mari avait acheté un jour à une brocante. Cadre bon marché, mais magnifique à l'intérieur. Il a dit que cela lui rappelait des endroits où il n'était jamais allé. Je n'aurais jamais pensé le voir moi-même. Nous n'avons pas beaucoup parlé. C'était le réconfort de Rosalie. Elle n'avait pas besoin de combler le silence, ne la pressait pas de questions. Alors que le train tanguait doucement dans un virage, elle leva les yeux de son livre et me tendit le dernier croissant sans un mot. Je le pris et souris. C'était suffisant. Florence nous accueillit avec un air chaud et des ruelles étroites. Notre hôtel était vieux et plein de charme, le genre d'endroit où l'ascenseur grinçait et où les clés étaient en laiton massif avec des breloques en cuir. Notre chambre avait un petit balcon qui donnait sur les toits rouges et les cordes à linge tendues entre les bâtiments. « Je veux voir Buchelli, » dit Rosalie en déposant son sac sur le lit. « Et peut-être quelque chose de ridicule et de cher que je ne porterai jamais. » Nous avons fait les deux. L'assemblée était bondée, mais le jeu en valait la chandelle. Debout devant la naissance de Vénus, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Pas vraiment de l'émerveillement, plutôt de la reconnaissance. Ce sentiment que la beauté n'est pas toujours criarde. Parfois, elle est discrète, inévitable, et on ne s'en rend pas compte avant de sentir sa gorge se serrer. Nous avons marché pendant des heures après, nous arrêtant dans un café où le serveur a flirté avec Rosalie, et elle a flirté en retour. Elle avait une façon bien à elle de faire ça, de se faire sentir jeune sans faire semblant. Je l'enviais. Ce soir-là, nous avons mangé dans un petit restaurant sur la rive du fleuve, du côté de la vieille ville, loin de la foule. Pâte au beurre et à la sauge, vin rouge et petits verres. Rire plus facile que d'habitude. Tu es différente maintenant, dit doucement Rosalie. Comment ça? Tu es assise plus grande, moins courbée. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement hoché la tête. Plus tard, de retour dans la chambre, j'ai consulté mon téléphone par habitude. 24 appels manqués, 14 de ma belle-fille, le reste de mon fils. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je les ai juste parcourus. Où es-tu? Ça va? Il s'est passé quelque chose. Puis un mémo vocal. La voix de mon fils était fatiguée et saccadée. Maman,
Appelle-nous, s'il te plaît. Les enfants sont bouleversés. On pensait que tu serais à la maison. Je fixais l'écran, essayant de ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Mais ce que je ressentais, c'était de la distance. Pas de la cruauté, juste de l'espace, assez pour respirer. Le lendemain, Rosalie a fait la grasse matinée. J'ai erré dans un quartier calme de la ville, suivant mon instinct plutôt qu'un plan. J'ai trouvé une boutique avec des jupes en lin et des boucles d'oreilles en argent. Je n'ai acheté ni l'un ni l'autre, mais j'ai essayé les deux. L'après-midi, nous avons pris le bus pour Fiesole, en haut de la colline, loin du bruit. Nous nous sommes assis sous les arbres et avons observé la ville. D'en haut. Ça, ai-je dit, sans parler. Exactement de la vue. Ça manquait. Rosalie a hoché la tête comme si elle comprenait ce que je voulais dire. À notre retour, il y avait un autre message. Encore mon fils. Maman. As-tu annulé nos vacances exprès? On est arrivé à l'aéroport et peu importe. Appelle-moi. On est inquiet. J'ai éteint le téléphone. Ce soir-là, alors qu'on retournait à l'hôtel, Rosalie a demandé « Alors, où allons-nous » J'ai réfléchi un instant. Lisbonne, ai-je dit. J'ai toujours voulu entendre Feydeau en concert. A-t-elle souri? Allons-y, alors. Lisbonne nous a accueillis comme une vieille amie. Chaleureuse, un peu décoiffée. Et pleine de musique qu'on n'avait pas besoin de comprendre pour ressentir. Les trottoirs scintillaient sous la pluie de la nuit dernière, et même l'air semblait bourdonner d'une douce défiance, comme si la ville savait quelque chose que le reste du monde avait oublié. Nous avons séjourné dans une maison d'hôte aux volets bleus et aux murs carrelés. Notre chambre avait un petit balcon qui donnait sur une place où les enfants tapaient dans un ballon entre des bancs rouillés. Je suis restée là un long moment. Premier soir, à regarder le soleil se coucher derrière les toits, à écouter les voix en bas. Un portugais doux et rapide, comme du vent dans les feuilles. Rosalie ne se sentait pas bien ce jour-là. Rien de grave, juste une légère fièvre et des douleurs articulaires. Ce n'est rien. Elle m'a fait signe de partir. J'ai connu pire. Sortir. Voir la ville. Mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai apporté du thé à la place. Assis près de son lit, nous lisions à voix haute un livre que nous avions trouvé à Florence. Un après-midi lent et tranquille. Elle s'est assoupie au milieu d'un paragraphe, son visage plus paisible que je ne l'avais vu depuis des jours. Cela m'a rappelé mon mari à l'hôpital. Sa respiration calme, ses petits gestes attentionnés dont personne ne parle en poème, mais qui comptent plus que tout. J'ai alors réalisé quelque chose. J'avais passé ma vie entière à m'occuper des autres. Les enfants, les petits-enfants, Paul, et même le chien. Mais là, être assise au chevet de Rosalie, lui servir du thé, vérifier sa température, ça ne ressemblait pas à une obligation, c'était un choix. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour nous. Rien de spécial. Des œufs, du pain, des tomates, achetés à un vendeur du coin qui souriait comme si nous étions de vieilles connaissances. Nous avons mangé sur le balcon, enveloppés dans des châles. Rosalie allait mieux, elle avait repris des couleurs, sa voix était plus forte. Merci, a-t-elle dit après avoir fini de manger. Pour les œufs. Pour ne pas être partie. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement hoché la tête et pris une autre gorgée de thé. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de FTO, cette musique mélancolique et envoûtante qui semble venir de quelque chose de plus ancien que la tristesse elle-même. Un homme jouait sur la place en contrebas. Sa voix tremblait par endroits, mais peu importait. La chanson me parvenait quand même.
Je me tenais au balcon, pieds nus, les bras croisés pour lutter contre la fraîcheur matinale, et je laissais la musique m'imprégner. Quand Rosalie fut prête à sortir, la ville s'était complètement réveillée. Nous avons marché lentement, elle encore en convalescence, moi perdu dans mes pensées. Nous sommes passés devant une église, les portes grandes ouvertes, l'encens s'enroulant dans la rue. Je n'y suis pas entré. J'ai juste regardé une femme allumer une bougie, s'agenouiller et serrer les paumes comme si elle tenait quelque chose de fragile entre elles. De retour à la maison d'hôte, j'ai allumé mon téléphone. 5 nouveaux messages. Ma belle-fille. Encore. Ce n'est pas drôle, Hélène. Et puis, on ne sait pas trop quoi dire aux enfants. Et de la part de mon fils. Tu as bien compris. Ah bon? Je n'étais même pas sûre de ce qu'il pensait que je voulais dire. Je n'avais pas dit un mot depuis qu'il m'avait laissé. Rosalie m'a regardé lire les messages. Elle n'a rien demandé. Elle a juste versé du thé et m'a tendu la tasse. Ce soir-là, on a trouvé un bar à Fédot niché entre 2 allées de laverie. Pas de menu, pas de touristes. Que des locaux, des verres qui trinquaient, et une femme à la voix de soie rouillée. Elle chantait le désir. Le fait d'être abandonnée, le fait de se relever. Je suis restée assise là, les yeux fermés, le cœur étrangement immobile. Elle ne chantait pas pour moi, mais j'ai compris chaque mot. La lettre est arrivée pliée en 3, glissée sous la porte de notre maison d'hôte dans la nuit. Pas de timbre, pas d'enveloppe. Juste mon nom écrit d'une écriture rapide et familière. Je le savais avant même de le prendre. Mon fils. Je m'assis au bord du lit, la lettre non ouverte sur mes genoux, tandis que Rosalie s'occupait de son écharpe devant le miroir. Elle ne posa pas de questions. Elle l'avait vu aussi. Comme on voit un bleu se former sur la peau de quelqu'un d'autre. Visible, mais pas à portée de main. Je dépliai la lettre avec précaution. Elle n'était pas longue. 3 courts paragraphes. Écrits avec la même courtoisie froide qu'il utilisait lorsqu'il remplissait des formulaires. Maman, nous ne comprenons pas ce que tu fais. Les enfants sont confus. Amélia pleura. Nous pensions que tu étais juste contrariée, mais là, c'est autre chose. Si tu essaies de nous punir, tu as raison. Rentre à la maison. Parlons. S'il te plaît. David. C'était tout. Non, je suis désolée. Aucun signe d'avoir été exclu du voyage qu'ils avaient planifié avec tant de facilité et d'inconscience. Juste de l'inquiétude pour l'apparence de la situation maintenant que j'étais partie. Comme si mon absence les avait plus gênés que leur rejet ne m'avait blessé. Je repliai la lettre, la rangeai dans le tiroir près de mon lit et me levai. Rosalie se tourna vers moi. Alors, on prend le petit déjeuner ou on pleure juste la faible écriture de nos fils décevants. Je ris. J'en fus surprise. Nous mangeâmes dans la cour. La lumière du soleil filtrait à travers les vignes, et l'odeur du pain sucré et du café fort adoucissait la matinée. Rosalie parla des origines du tramway local, de son envie de visiter le musée du carrelage. J'acquiesçai. Mais mes pensées étaient encore tournées vers la lettre et le silence qui avait suivi mon absence. En vérité, je n'étais pas partie pour punir qui que ce soit. J'étais partie parce que j'en avais assez de demander une place à une table qui rétrécissait d'année en année. Les anniversaires étaient devenus des SMS. Les vacances étaient trop chargées cette année, peut-être l'année prochaine. Et maintenant, même les vacances, les joyeuses, les familiales, s'accompagnaient de la tranquille compréhension que je n'étais plus incluse. Je n'avais pas cessé d'être une mère ou une grand-mère. Elles avaient simplement cessé de me voir.
Plus tard dans la journée, je me suis assise seule sur un muret de pierre au bord de la rivière. Les bateaux dérivaient lentement. Les pigeons se disputaient les miettes à mes pieds. Mes mains reposaient sur mes genoux, immobiles comme l'eau. J'ai pensé à Amélia, 16 ans, les yeux brillants et trop d'eyeliner. La dernière fois que nous avons parlé, elle m'avait demandé comment faire un œuf au plat. Elle m'appelait la murmureuse d'œufs. Elle n'était pas au courant pour les billets. Elle ne savait pas que j'avais annulé tout le voyage. Elle pensait probablement qu'ils avaient oublié de m'inviter ou que j'avais dit non. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé un message. Ma chérie, je vais bien. Je suis en voyage. Je ne suis pas en colère, je ne me cache pas, j'avais juste besoin d'un peu de ciel. Ne t'inquiète pas, je t'aime. J'ai appuyé sur envoyer. Avant de pouvoir me remettre en question. Rosalie m'a retrouvé une demi-heure plus tard, avec 2 petits sacs en papier à la main. Paste de nata, a-t-elle dit. Tu ne peux pas quitter Lisbonne sans les avoir goûtés. Nous avons mangé en silence, regardant les ombres s'allonger. Ce soir-là, le gérant de la maison d'hôte s'est approché de nous, l'air perplexe. Madame Hélène, a-t-il dit, votre belle-fille a appelé. Elle est inquiète. Elle m'a demandé de vous le dire. Vous manquez aux enfants. J'ai acquiescé. Merci. Il a hésité. Veux-tu la rappeler? Non. Il sembla hésitant, puis s'éloigna. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le genre de sommeil qu'on a quand on a cessé de s'attendre à être utile et qu'on a commencé à choisir d'être entier. Le matin, Rosalie m'a montré 2 horaires de train. Un pour Madrid, un pour Séville. À toi de choisir, dit-elle. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était sans nuages. La rue en contrebas sentait les marrons grillés et les freins de bus. La vie dans sa forme brute. Séville, dis-je. Voyons voir ce qu'il disait que j'étais trop vieux pour faire. Séville était comme un feu brûlant, non seulement à cause de la chaleur, même si elle nous pesait comme une main chaude, mais aussi à cause de la vie qui palpitait dans chaque ruelle, chaque fenêtre, chaque voix nocturne résonnant dans les rues pavées. Ce n'était pas une ville qui demandait la permission d'être vue. Elle était simplement audacieuse, fière, sans complexe. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi. Notre hôtel était niché entre une boulangerie et une petite boutique de chaussures qui sentait le cuir et la poussière. La chambre était modeste, mais le balcon donnait sur une cour plantée d'orangers, dont le parfum se mêlait au bourdonnement lointain d'une guitare flamenco. Rosalie jeta un coup d'œil autour d'elle et déclara « Cet endroit exige des boucles d'oreilles ». Elle disparut dans la salle de bain et réapparut quelques minutes plus tard avec des créoles en argent qui dansaient lorsqu'elle bougeait la tête. Je n'en avais pas, mais je me suis attaché les cheveux et j'ai mis du rouge à lèvres. Le même tube que j'avais trouvé au fond de mon sac à Athènes. Il était presque vide maintenant, et pour la première fois depuis des années, j'ai envisagé d'en acheter un autre. Ce soir-là, nous sommes sortis sans rien prévoir. Les rues étaient animées, non pas à la manière des touristes bruyants, mais comme les vieilles villes respirent après le coucher du soleil. Nous avons suivi le son des applaudissements et avons atterri dans un restaurant avec cour où un petit groupe jouait du flamenco. Pas pour les pourboires, pas pour les caméras, mais pour l'un et l'autre. Une femme dansait, le visage ni souriant ni posé, empli de quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une présence, comme si elle existait entièrement, à cet instant, pour elle-même, sans excuse. Je ne pouvais pas détacher mon regard de la regarder. Rosalie s'est penchée et a murmuré. Elle est plus âgée que nous. J'ai regardé de plus près. Elle avait au moins 75 ans. Ses pieds ont heurté le sol avec la force d'une promesse. La foule a applaudi.
Moi non. J'ai juste regardé. Le cœur soudain trop plein. Le lendemain, nous avons visité l'Alcazar. Ses murs racontaient des histoires en tuiles et en arches. J'ai repensé à toutes les histoires que j'avais enfermées en moi. Des années d'endurance silencieuse, à avoir repoussé la déception pour faire place au devoir. J'ai parcouru ces jardins comme si j'y étais. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a appelé « ma chérie », ni ne m'a proposé de me prendre par le bras comme si j'étais fragile. Et pour une fois, je ne me sentais pas fragile. Cet après-midi-là, nous étions assis à un café sous un auvent rayé. Rosalie sirotait une limonade et lisait les nouvelles sur sa tablette. J'ai regardé les gens passer. C'est là que j'ai aperçu la famille. 4 personnes, 2 parents et 2 adolescents. Le père avait l'air fatigué. La mère marchait légèrement devant, téléphone à la main. La fille avait des écouteurs. Le garçon portait un petit sac en plastique. Cela aurait dû être banal, mais la coupe de cheveux de la femme, blonde et nette, m'était trop familière. J'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas elle. Bien sûr que non. Mais pendant une seconde, j'ai vu la silhouette de ma belle-fille dans cet inconnu, et ma poitrine s'est serrée. Non pas de douleur, mais de quelque chose que je ne pouvais nommer. C'est passé. De retour à l'hôtel, j'ai trouvé un message d'Amélia. Grand-mère, où es-tu maintenant? Ta photo de Lisbonne était magnifique. Je l'ai montrée à ma prof d'art plastique. Elle m'a dit. Tu as vraiment l'œil. Je peux t'appeler bientôt? J'ai souri, puis froncé les sourcils. Je ne lui avais pas envoyé de photo. Rosalie, bien sûr. J'ai ouvert la galerie de mon téléphone. Il était là, moi sur le balcon à Lisbonne, un bras posé sur la rambarde, regardant la rue. Je ne me souvenais pas qu'elle l'ait prise. Je ne me souvenais même pas d'être resté immobile comme ça. Mais j'étais là, sans poser, sans m'excuser, juste en train d'exister. J'ai répondu Séville maintenant. Il fait chaud, têtu et plein de bruit magnifique. Je t'appelle demain. Tu adorerais être ici. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à tous ces endroits où je n'étais jamais allée, parce que quelqu'un devait rester derrière et tout maintenir en ordre. À toutes ces fois où j'avais dit, vas-y, je vais bien. Même si ce n'était pas le cas. Les vacances que j'avais payées, mais auxquelles je n'avais pas été invitée. Les mariages que j'avais aidé à organiser, mais auxquels j'étais restée à l'écart. Mais me voilà à Séville, vêtue d'une douce chemise de nuit en coton achetée à une vendeuse ambulante qui m'appelait la Zora Valiante, la brave dame. J'ai fermé les yeux et laissé la musique d'une radio lointaine s'échapper par la fenêtre. Demain, je ne danserai pour personne, juste pour me rappeler que je le pouvais. Tout a commencé par un appel auquel je n'ai pas répondu. Puis un autre, puis un autre. En milieu de matinée, l'écran s'est rallumé. David, mon fils. Même nom, même numéro, même silence. Quand j'ai laissé sonner, j'avais eu 26 appels en 2 jours. Message vocal après message. Je n'en ai pas écouté un seul. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'en avais juste fini avec ma demande d'être entendue. Rosalie était déjà habillée quand je suis sortie de la salle de bain. Elle portait un chapeau de paille à large bord et une robe en lin qui flottait derrière elle lorsqu'elle bougeait. Il y a un marché au bord de la rivière, dit-elle. Et j'ai envie de marchander. Nous y sommes allés lentement, mes sandales raclant les vieilles pierres, le soleil me léchant la nuque comme un enfant espiègle. Le marché était vivant. Pas soigné, pas organisé, réel. Des hommes criaient les prix, des femmes riaient, des enfants se précipitaient entre les étals, les doigts collants. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, un fil se défaire d'un nœud que j'ignorais avoir porté.
J'ai acheté un foulard, jaune, brillant comme des marguerites. Ce n'était pas une couleur que je portais habituellement, mais il reflétait la lumière comme s'il faisait partie de ma vie. Pendant que Rosalie négociait un panier, je me suis assise sous un parapluie délavé avec une boisson fraîche et j'ai vérifié mes messages. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'habitude, peut-être l'espoir. Il y avait un message vocal, pas de David cette fois, mais d'Amélia. Sa voix était douce, incertaine. Grand-mère, je ne sais pas si tu entendras, mais je voulais juste te dire que tu me manques. Maman et papa sont un peu paniqués. Ils pensent que tu essaies de prouver quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que tu en as juste marre d'être abandonnée. Moi aussi. Bref, j'espère que tu vas bien. Tu as l'air heureuse sur cette photo. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Appelle-moi, d'accord? Même si ce n'est que pour 1 minute. Je l'ai écoutée 2 fois, puis une autre. Cette dernière phrase a fait naître quelque chose. Même si ce n'est que pour 1 minute. Je suis retournée à l'hôtel seule pendant que Rosalie allait chercher des olives. Je me suis assise au bord du lit, l'écharpe jaune sur les genoux. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Amélia. Répondit à la deuxième sonnerie. Grand-mère. Sa voix tremblait. J'entendais. Un bruit de fond, une bouilloire en ébullition. Des pas sur le carrelage. Je suis là, ma chérie. Oh mon Dieu. Attends. Le téléphone bouscula. Une porte se referma, puis le silence. Je commençais à croire que tu étais devenue complètement folle, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Pas folle, dis-je. J'ai juste trouvé quelque chose que j'avais oublié. Que j'avais perdu. Quoi? Moi-même. Elle resta silencieuse un instant. Je comprends, dit-elle doucement. Je crois que je comprends mieux que papa et maman. Je la croyais. On a parlé pendant 15 minutes. De l'école, de ses dessins, d'un garçon qu'elle aimait bien mais qui ne l'aimait pas en retour. Des choses normales, des choses précieuses. Puis elle demanda prudemment. Tu reviens. Bientôt? Je ne sais pas encore, dis-je honnêtement. Je peux te voir quand tu reviens? Bien sûr, ma belle. On a raccroché. Je me sentais plus légère. Non pas parce que tout était réglé, mais parce qu'il s'était passé quelque chose de vrai entre nous. Et la vérité, la vraie vérité, clarifie toujours l'atmosphère. Rosalie est revenue. Avec un air triomphant et un sac en papier. Rempli d'olives. Victoire, a-t-elle déclaré. On les a mangées sur le balcon. Le coucher de soleil a rougeoyé le ciel. Je crois qu'il commence à comprendre, ai-je dit au bout d'un moment. Qui? Ma famille. Elle a mâché. Lentement, puis a hoché la tête. Il était temps. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas d'agitation. De quelque chose de plus profond, un changement, un nouveau poids, pas lourd, mais solide. Comme retrouver enfin le sol. Sous ses pieds après avoir trop longtemps dérivé. Au matin, j'ai mis l'écharpe jaune. Sans raison, juste parce que je le pouvais. Lisbonne avait été douce et douloureuse. Florence, gracieuse et lente. Mais Séville, m'avait envoyé des éclairs, avait secoué une part de moi dont je ne savais pas qu'elle était encore prisonnière de mes excuses. Et maintenant, mon foulard soigneusement noué autour du cou et mon billet en main, nous montions dans le train pour Grenade. Rosalie fredonnait. Elle ne fredonnait jamais le matin. Quelle est l'occasion? Demandai-je. Elle haussa un sourcil. Nous allons voir l'Alhambra.
Je fredonne pour l'architecture. Je souris, croisai les mains sur mes genoux et regardai le paysage défiler. Grenade était plus calme que je ne l'aurais cru, pas silencieuse, juste respectueuse, comme si la ville savait ce qu'elle avait à offrir et n'avait pas besoin de le crier. Les rues étaient étroites, comme des murmures entre les bâtiments. L'air était chargé d'un parfum d'orange et de pierre. Nous nous sommes installés dans une petite auberge tenue par un homme qui ressemblait à un oncle fatigué. Notre chambre avait vue sur les toits et les fils à linge. Le genre de vue qui dit la vérité. Ni soigné, ni raffiné, ni authentique. Ce soir-là, je me suis assise, seule sur la terrasse pendant que Rosalie faisait la sieste. J'ai parcouru mes messages. Non pas pour voir ce qu'il disait, mais pour me rappeler que je pouvais regarder sans réagir. C'est une étrange forme de liberté. La possibilité de choisir le silence. Mais un message m'a interpellé. Il venait de David. Un seul mot. Maman, on t'a perdu? Il n'y avait ni colère, ni culpabilité. Non plus. Juste un mot, une reconnaissance. Peut-être. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon carnet. Je l'avais acheté à Lisbonne et je n'y avais pas écrit un seul mot. Maintenant, je commençais à écrire des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Je n'étais pas toujours fatiguée. J'en avais juste marre de ne pas être vue. Chaque fois que tu me traitais de vieux jeu, je ravalais une phrase que j'aurais dû dire. Je me souviens encore de ton regard à 5 ans, lorsque tu m'as donné une pierre trouvée dans le jardin et que tu l'as qualifiée de précieuse. C'était la dernière fois que tu m'as donné quelque chose, simplement parce que ça me manque d'être appelé par mon nom. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement continué à écrire. Le matin, nous sommes montés à l'Alhambra. Ce n'était pas facile. La colline était raide et j'avais mal aux genoux. Mais j'ai continué. Non pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour voir par moi-même. Et c'était là. Des arches, des fontaines et des sculptures qui m'ont fait me demander combien de mains avaient travaillé cette pierre. Combien de personnes s'étaient tenues au même endroit en pensant. Voilà donc à quoi ressemble la beauté quand on ne se précipite pas. Rosalie m'a photographiée assise sur un banc, encadrée d'ombre et de lumière. Tu as l'air de quelqu'un qui s'est souvenu. De quelque chose d'important, dit-elle. Oui, dis-je. Je me suis souvenu que je n'avais jamais été quelqu'un qui restait en arrière. Ce soir-là, de retour à l'auberge, j'ai trouvé un message vocal d'Amélia. Sa voix était tendue. Grand-mère, je crois que papa commence à se rendre compte que quelque chose a vraiment changé. Il m'a demandé si j'avais eu de tes nouvelles. J'ai dit, oui. Il avait l'air effrayé, comme s'il savait qu'il ne pouvait pas s'excuser. Avec des fleurs et faire comme si de rien n'était. Je lui ai dit, tu n'es pas en colère. Tu as juste fini. J'espère que c'était bien. C'était plus que bien. C'était parfait. J'ai répondu avec une photo que Rosalie avait prise le matin même. Moi debout au sommet de la colline, les mains sur les hanches, l'Alhambra derrière moi, le visage serein. Pas de légende, juste l'image. Elle a répondu avec un cœur et rien d'autre, ce qui était tout à fait suffisant. J'ai fermé mon téléphone, me suis allongée sur le lit et ai regardé le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Demain, nous partirions vers la côte. Rosalie voulait revoir l'océan. J'ai dit oui, non pas parce que j'avais besoin de la vue, mais parce que j'avais enfin l'espace pour avoir envie de quelque chose à nouveau. Nous avons pris le bus matinal pour Cad. Rosalie affirmait que l'air marin faisait des merveilles pour ses poumons et sa posture.
Je pense qu'elle aimait simplement la façon dont le vent lui emmêle les cheveux et lui donne l'impression d'être difficile à contenir. Le trajet était long, les sièges rigides, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai regardé le paysage s'aplatir et s'élargir, les oliveraies se transformant en broussailles puis en sel. Marais. Jusqu'à ce que la côte apparaisse enfin vaste, bleue et respirante. Nous avons trouvé une maison d'hôte près du vieux port. La chambre sentait le sel et le vieux bois. Du balcon, nous pouvions voir les bateaux de pêche accostés au crépuscule, leurs filets traînant comme des promesses fatiguées. Je suis resté là un long moment, une main posée sur la rambarde, le vent tirant sur ma manche. Ce soir-là, nous avons marché sur la plage. C'était plus calme que prévu. Les vagues n'étaient pas spectaculaires, juste régulières. Persistantes. Rosalie a pris un morceau de verre de mer et l'a glissé dans sa poche. J'ai marché, pieds nus, laissant l'eau froide me pincer les orteils. Il y avait un couple non loin de là, plus âgé que nous, se tenant la main comme des adolescents. Ils ne parlaient pas, marchaient simplement. Ensemble, les doigts serrés comme la réponse à une question qu'ils n'avaient plus besoin de poser. Je me suis assis sur un rocher bas et j'ai regardé le soleil se fondre dans l'horizon. Quelque part derrière moi, Rosalie fredonnait à nouveau, le même air que dans le train pour Grenade. Il flottait dans le vent et se mêlait aux cris des mouettes. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Je ne bougeais pas pendant un long moment, mais je finis par le sortir. C'était encore David. S'il te plaît, fais-nous entendre ta voix. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai ouvert l'application de mémo vocal et j'ai appuyé sur enregistrer. Je n'ai pas écrit de script. Je n'ai pas répété. J'ai juste parlé. David, je ne suis pas en colère, mais j'ai changé. J'ai passé la majeure partie de ma vie à attendre qu'on me demande, qu'on ait besoin de moi, qu'on me voie. Et je l'étais parfois, mais la plupart du temps, j'étais la toile de fond de vos vies. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je le dis parce que c'est vrai. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Mais je ne reprendrai pas le rôle que vous m'avez donné. Si tu veux de moi dans ta vie, ce ne sera pas comme un plan B, une babysitter ou un nom sur le formulaire de contact d'urgence. Ce sera une personne à part entière. J'espère que tu comprendras. Bonne nuit. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La mère chuchotait quelque chose que je n'arrivais pas à traduire. Quand je suis rentrée à la maison d'hôte, Rosalie lisait près de la lampe. Elle a levé les yeux. Tu l'as envoyé. J'ai hoché la tête. Elle a fermé son livre. Comment te sens-tu? Comme si j'avais enfin dit ce que je ravalais depuis 20 ans. Elle a souri. Qu'il était temps. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un couloir interminable, bordé de portes fermées. Je marchais lentement, pieds nus, mes doigts effleurant chaque poignée. Et une à une, les portes s'ouvrirent derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Au matin, aucune réponse de David. Mais il y avait un autre message d'Amélia. Une photo. Elle avait dessiné quelque chose. Moi sur la plage. Le foulard autour du cou, les cheveux ébouriffés. Sur le côté. La légende disait, on dirait qu'elle se souvenait de qui elle était. Je l'ai regardée longuement. Puis je me suis tournée vers Rosalie. Allons danser. Ce soir. Elle a cligné des yeux. Danser. Oui. Tes genoux le permettent-ils? Je souris. Ils apprendront. Le bar n'était pas fait pour nous. Pas vraiment. Il vibrait d'une énergie trop jeune, trop rapide,
trop sûr de sa propre nouveauté. Un entrepôt reconverti près des quais, plein de lumière tamisée, de basses puissantes, et d'une brume de parfum, de sueur et de quelque chose d'autre qui s'accrochait au mur comme une histoire réutilisée. Mais nous y sommes allés quand même. Rosalie portait à nouveau ses créoles argentées, les cheveux lâchés, le rouge à lèvres précis. Je portais le foulard jaune. Il n'était plus enroulé autour de mon cou. Je l'ai noué dans mes cheveux comme un ruban que j'avais gagné. Ma robe était simple, en coton doux, vieille mais propre. Elle ne criait pas. Pour attirer l'attention. Ce n'était pas nécessaire. Nous n'avions pas l'air d'appartenir à un groupe. Mais bon, l'appartenance ne m'avait jamais fait grand bien. Nous avons trouvé une table au fond. La musique ce n'était pas du flamenco. C'était plus récent. Syncopé avec un rythme qui vous prenait sous la peau et vous faisait bouger le pied avant même que vous ne vous en rendiez compte. La piste était bondée. De jeunes couples, des touristes d'âge moyen. Quelques locaux qui dansaient comme si le rythme leur devait un loyer. Rosalie sirotait son verre. Et tapait du pied. J'observais les danseurs, comment ils bougeaient, comment ils riaient, comment certains d'entre eux manquaient le rythme. Mais s'en fichaient. Un homme d'une 60aine d'années, avec une moustache de travers et des chaussures usées, fait tournoyer une femme de mon âge, et ils, tous deux souriaient comme des idiots. Quelque chose en moi s'est déplacé. J'y vais, ai-je dit. Rosalie a levé les yeux. Où? Là-bas. Elle a cligné des yeux. Seule. Oui. Je me suis levée, j'ai ajusté le foulard dans mes cheveux et je suis allée sur la piste. Je n'ai pas attendu de partenaire. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai juste commencé à bouger. Au début, c'était étrange, comme si j'empruntais le corps de quelqu'un d'autre. Mes membres étaient raides, incertains, mon souffle court. Mais le rythme me tirait en avant. Et les années tombaient comme la poussière d'un vieux manteau. Je dansais, ni avec grâce, ni avec habileté. Mais pleinement. Un jeune homme passa et sourit, sans moquerie, sincèrement. Il me tendit la main. Je la pris un instant, tournoyai une fois, ris, puis la lâchai. Je n'avais pas besoin qu'il porte le rythme. J'avais le mien. Rosalie me rejoignit au bout d'un moment. Nous dansâmes ensemble comme des écolières à une réunion. Gênées, essoufflées, joyeuses. Nous restâmes 2 heures, puis 3. Lorsque nous revînmes enfin à la maison d'hôte, pieds nus et rougis, nous nous effondrâmes sur le lit comme des adolescentes qui reviennent en douce. C'était irresponsable, dit Rosalie. Haletante. Je sais. J'ai adoré. Je sais. On est resté allongés là en silence, reprenant notre souffle. J'avais mal aux genoux. Mon dos me détesterait demain, mais ma poitrine était grande ouverte. Avant de m'endormir, j'ai vérifié mon téléphone. Toujours pas de réponse de David. Je n'étais pas déçue, car il y avait un autre message d'Amélia. Papa ne sait pas comment te répondre. Il lit sans cesse ton message. Il l'a imprimé. Il est sur la table de la cuisine. Il n'y a pas touché de la journée. Maman pense que tu as perdu la tête. Je lui ai dit que tu avais peut-être enfin trouvé. Tu me manques. Je suis fière de toi. Je ne crois pas avoir jamais dit ça auparavant, mais je le suis. Je fixais ces mots. Simple, calme, sincère. Je lui ai répondu. Tu me manques aussi. Dis à ton père qu'il n'est pas obligé de répondre tout de suite. Certaines vérités mettent du temps à s'imposer. Elle a répondu avec un simple emoji, une petite encre. Ça m'a fait rire. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond.
Les ventilateurs tournaient paresseusement, fendant l'air en de lents et prudents tourbillons. J'ai pensé à la piste de danse. Au moment où j'ai lâché prise, au fait que je n'avais rien fait d'extraordinaire. Je n'avais pas gravi une montagne, appris une nouvelle langue ou été amoureuse, mais j'avais retrouvé quelque chose. Ma joie. Et à 72 ans, cela me semblait aussi radical que tout. Je me suis endormie avec des pieds endoloris, des muscles fatigués et un cœur qui semblait enfin m'appartenir à nouveau. Nous avons quitté Cadix à l'aube. Rosalie a dormi presque tout le trajet, la tête contre la fenêtre, les bras croisés comme une femme qui a connu trop de trains pour se soucier du confort. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé la lumière se déplacer à travers les champs. Regardé les villes défiler. Des noms que je ne me souvenais plus, des endroits où je n'étais jamais retourné. Je n'étais pas agité. Je me préparais. Barcelone était notre dernière étape. Aucun de nous ne l'avait dit à voix haute, mais nous le savions. Nous avions vu suffisamment de villes pour savoir quand un voyage touche à sa fin. Quand l'élan qui vous poussait autrefois vers l'avant se calme, quelque chose se stabilise. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi et avons pris un taxi jusqu'à une rue calme près d'Elborn. L'hôtel était petit, la chambre simple, mais le lit était moelleux et les fenêtres grandes ouvertes. Nous avons défait nos bagages en silence. Plus tard, nous avons marché, pas très loin, juste assez pour sentir la ville sous nos pieds. Je me souviens que ma petite fille avait dit un jour, « Barcelone a l'air d'avoir été construite par quelqu'un qui voulait peindre avec des bâtiments. » Elle n'avait pas tort. L'œuvre de Dieu transparaissait des coins comme une malice dans la pierre. Les couleurs étaient vives, les formes impossibles. J'ai aimé plus que je ne l'aurais cru. Nous avons dîné dans un petit café niché entre deux librairies. J'ai commandé du poisson. Soupe Rosalie. Aucun de nous n'avait fini son vin. La conversation était légère. Dispersée, comme une douce brise. Météo. Horaire de train, chaussures, mais en dessous, un courant différent. Je crois que nous avons tous deux senti la fin avant qu'elle ne soit proche. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, je me suis assise sur le balcon. Un châle sur les épaules et mon carnet sur les genoux. La liste était plus longue. Maintenant. Des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Page 3. Je pensais que si je donnais suffisamment, ils me garderaient près d'eux. Mais l'amour acheté par le sacrifice est toujours le moindre des soucis. Cela ne me dérangeait pas de vieillir. Cela me dérangeait d'être renvoyé. Il m'a fallu 50 ans pour comprendre que le silence n'est pas toujours une force. Parfois, c'est juste de la peur déguisée en patience. Je ne regrette pas la mère que j'étais. Je regrette celle que j'ai disparue pour devenir elle. J'ai fermé le carnet. Mon téléphone a vibré. Pas David. Pas Amélia. Ma belle-fille. Laura. Le message était plus long que d'habitude. Hélène, on a tous discuté. David. Ne sait plus comment te joindre. Il pense que tout ce qu'il dit sera mal. Je lui ai dit que parfois, écouter est plus important. On ne voulait pas te laisser de côté. Je sais que ça n'arrange rien, mais c'est la vérité. On a planifié le voyage en pensant que ce serait plus facile pour les enfants. On s'est dit que tu serais plus à l'aise à la maison. C'était un mensonge. On avait peur de ton âge. Non pas à cause de tes limites, mais parce qu'il nous rappelait les nôtres. On est désolé. Je suis désolé. Si jamais tu décides de rentrer, on aimerait repartir à zéro. Pas d'attente. Juste toi tel que tu es. Je n'ai pas pleuré,
Mais je suis restée assise, immobile, un long moment. Ce n'étaient pas des excuses qui effaçaient quoi que ce soit. C'était juste un début. Le lendemain matin, Rosalie me trouva en train de faire mes valises. Elle haussa un sourcil. Enfin à la maison? Elle acquiesça. Tu es sûre? Oui. Elle sirota son thé. Bon, il était temps que tu me donnes le dernier coup. J'ai ri. Ce n'était pas un coup. Plutôt une porte qui s'ouvrit. Rosalie partit 2 jours plus tard. On s'est embrassé à la gare. Aucun de nous ne s'est dit au revoir. Bientôt. Ce soir-là, seul dans la chambre, je commandai un dernier verre de vin au bar du rez-de-chaussée et m'assis près de la fenêtre. Mon écharpe était sur la table, mes chaussures près de la porte. Je ne me sentais pas finie, mais je me sentais rassasiée. Demain, j'achèterai un billet. Pas pour retourner à la maison qu'on m'avait dit de surveiller, mais pour la vie que j'avais finalement choisi de retrouver à mes conditions. L'aéroport ressemblait moins à un au revoir qu'à une pause. Je ne laissais rien derrière moi. Je rapportais quelque chose. Moi-même, peut-être. Ou ce qui restait d'elle après des décennies d'attente silencieuse. Le vol était silencieux. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. Je suis restée assise, le bourdonnement du moteur dans mes pensées, à regarder le paysage en contrebas se rétrécir, s'aplatir, disparaître. À l'atterrissage, personne ne m'attendait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait. L'air était plus épais ici, le ciel plus feutré. Ça sentait l'herbe humide et les haies trop arrosées, une sorte d'oubli familier. J'ai pris un taxi. Le chauffeur était jeune, bavard. J'ai répondu brièvement et j'ai regardé par la fenêtre. Les rues défilaient comme des souvenirs que je n'avais pas demandé à me rappeler. La boulangerie où j'emmenais Amélia. Le parc où David s'est cassé le bras en tombant des cages à oiseaux. La pharmacie où Laura et moi nous sommes retrouvés côte à côte pour acheter du sirop contre la toux et un test de grossesse. Ce n'étaient pas de mauvais souvenirs. Ils étaient juste loin maintenant. Comme l'écriture manuscrite dans un vieux livre. Ma maison était exactement comme je l'avais laissée. Carole avait arrosé les plantes. La véranda était propre. La clé tournait facilement dans la serrure. À l'intérieur, tout retenait son souffle. J'allais de pièce en pièce, touchant des objets. Le bord du canapé. Le bol en céramique ébréché sur la table. La photo de Paul près de la cheminée. Rien n'avait bougé, mais tout avait changé. Je n'ai pas déballé tout de suite. J'ai préparé du thé, je me suis assis à la table de la cuisine. La fenêtre ouverte. Laissons le silence s'étendre. Mon téléphone a vibré. Un message d'Amélia. Tu es là? Ai-je répondu? Oui. 10 minutes plus tard. Puis-je passer? Je n'ai pas hésité. Oui. Les portes se sont ouvertes. Elle est arrivée en 20 minutes. Pas de cérémonie, pas de discours. Juste une longue et silencieuse étreinte qui en disait plus que nous deux. Elle s'assit en face de moi, son sac à dos toujours en bandoulière. Elle paraissait plus âgée que lorsque je l'avais quittée. Pas par l'âge, mais par la compréhension. J'ai aimé ta liste, dit-elle. Je clignai des yeux. Ma liste. Elle sourit. Tu as laissé ton carnet ouvert sur l'une des photos. Je l'ai lu. Enfin, en partie. Je ne me sentais pas exposée. Je me sentais vue. J'en ai fait un aussi, dit-elle en fouillant dans son sac. Tu m'as inspiré. Elle me tendit un petit carnet à spirale. Les premières pages que je refuse d'hériter en silence. La croyance que les femmes dépassent le désir.
l'habitude de dire que je vais bien. Alors que ce n'est pas le cas. Le silence qui s'installe. Après qu'on te dit que tu es trop. La honte qui s'est transmise comme un meuble. Je les ai toutes lues. Puis je la regardais. Cette femme qui m'avait vue. Disparaître et revenir. Tu vas bien t'en sortir. J'ai dit, elle a hoché la tête. Parce que tu l'étais. On a parlé pendant des heures. De l'école d'art. De son petit ami. De la façon dont sa mère parlait encore trop fort quand elle était nerveuse. À un moment, j'ai tendu la main vers elle. Tu sais, j'ai dit, ton père n'a pas encore appelé. Elle a baissé les yeux. Il a peur. De moi? De ce que tu es devenu. De ce qu'il ne s'était jamais permis de voir. Avant. Je n'ai pas répondu. La sonnette a retenti. Amélia a levé les yeux. C'est eux. Je n'ai pas bougé. Je vais les chercher, dit-elle. Doucement. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Des voix étouffées, puis le silence, puis David. Il est entré dans la cuisine comme si c'était une terre sacrée, le visage fatigué, vieilli. Il m'a regardé comme quelqu'un qui attend la permission de parler. Je voulais venir. Seul, a-t-il dit. Mais Laura a insisté. Elle est apparue derrière lui, les mains jointes. Pas de maquillage, pas de posture, juste authentique. On ne sait pas comment commencer, dit-elle. Je me suis levée. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Tu es arrivé. David a fait un pas en avant. Je ne voulais pas te perdre. Tu ne l'as pas fait, ai-je dit. Tu as juste arrêté de me voir. Il a hoché la tête. Je suis désolée. Ni grandiose, ni poétique, juste honnête. C'était suffisant. J'ai fait du thé, ai-je dit. Il en reste encore dans la théière. Ils se sont assis. Non pas comme des propriétaires de l'espace, ni comme des personnes demandant pardon comme une faveur, mais comme des personnes qui ont finalement compris que leur place à la table ne leur appartenait pas par défaut. Il fallait la mériter. Ils ne sont pas restés longtemps, 1 heure, peut-être moins. Assez de temps pour des gorgées de thé maladroites, trop de pauses, et le travail silencieux de construction d'une nouvelle relation entre nous. Je n'ai pas précipité les choses. Je n'ai pas aplani les difficultés. Qu'ils ressentent le silence dans lequel j'avais vécu pendant des années. Qu'ils s'y installent un moment. Laura parlait plus que David. Elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, il y avait moins d'assurance dans sa voix, plus d'écoute entre ses phrases. Elle m'a posé des questions sur mon voyage, les lieux, la nourriture, les gens. Je lui ai donné des morceaux. Pas le tout. Elle ne méritait pas ce trou. Pas encore. Lorsqu'ils sont partis, David s'est attardé à la porte. Je peux? A-t-il commencé, puis s'est arrêté. Tu veux venir dîner un de ces jours? Pas de grande réunion. Juste nous, toi et moi. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non. Il a semblé soulagé. Après leur départ, la maison était redevenue silencieuse, mais pas le même. Pas ce silence fragile qui se fissure quand on respire trop fort. C'était un silence plus doux. Une pause avant qu'une nouvelle ligne ne commence. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche, une couverture sur les genoux, le carnet ouvert. Je n'y avais rien ajouté à Barcelone. Je crois qu'une partie de moi savait que j'aurais besoin d'espace pour ça pour le retour à la maison. Ce que je sais maintenant, je l'ai écrit en haut d'une nouvelle page. Les gens ne remarquent pas votre silence avant que cela ne leur coûte quelque chose. Partir n'est pas la même chose que fuir. On peut encore tout recommencer à 72 ans. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Juste fermées doucement mais fermement.
Votre voix n'a pas disparu. Elle attend que vous cessiez de demander la permission. Je me suis arrêtée, j'ai tapoté le papier avec le stylo, puis j'ai ajouté, le pardon n'est pas pour eux. C'est pour votre propre souffle. J'ai fermé le carnet, je l'ai posé sur la table de chevet et j'ai respiré le parfum du jasmin de nuit. Amélia est passée l'après-midi suivant. Sans avertissement, sans raison. Elle est entrée, a enlevé ses chaussures et s'est laissée tomber sur le canapé, comme quand elle était petite. J'ai pris une décision, a-t-elle dit. Oh, je postule pour le programme à Berlin. Je l'ai regardée. Son regard était nerveux, mais posé. Je sais que c'est loin, a-t-elle dit. Et maman est déjà en panique, mais je dois y aller. Je dois y aller. Je n'ai pas bronché. Tu devrais, ai-je dit. Vraiment? N'attends pas la permission, ai-je dit. Tu vas rater ta vie. Sa bouche s'est étirée en un lent et large sourire. Je savais que tu comprendrais. Elle est restée des heures. On a fait de la soupe. On a parlé de livres. Elle m'a posé des questions sur Rosalie. Elle a ri quand j'ai dit qu'on avait dansé jusqu'à en perdre haleine. Tu es une sorte de légende, a-t-elle dit, taquine. Non, ai-je dit. Je suis enfin moi-même. Avant de partir, elle m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un dessin, la même plage que Caddy, mais avec une nouvelle silhouette. Debout au bord de l'eau. Moi, les bras ouverts, la tête penchée vers la mer. Au fond, elle avait écrit. Elle n'est pas revenue. La même, et c'était là le but. J'ai levé les yeux. Elle a haussé les épaules. Je vais là. Faire encadrer. Après son départ, je l'ai déposé. À côté de la photo de Paul sur la cheminée. Il aurait compris. Le lendemain matin. J'ai reçu une lettre, du vrai papier, à l'encre bleue. L'écriture de David. Elle disait, Maman. Merci pour le thé, de nous avoir permis de nous asseoir dans ce silence. Je le comprends maintenant. Je ne m'attends pas à être pardonnée, mais j'aimerais essayer. Non pas pour effacer quoi que ce soit, mais pour construire quelque chose de mieux, si tu le veux. Pas de déclaration, pas de promesse. Juste un homme qui apprend à parler différemment à la femme qu'il a élevée. J'ai plié la lettre. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certains silences ne sont pas faits pour être comblés. Ils sont faits pour être honorés. Je ne suis pas allée dîner tout de suite. J'ai laissé l'invitation de côté. Les jours ont passé. Puis une semaine. J'ai arrosé mes plantes moi-même. Je me suis fait à manger. Je me suis promenée le matin. Non pas parce que je punissais qui que ce soit, ni parce que je voulais qu'il s'inquiète, mais parce que j'avais besoin de sentir la forme que prenait ma vie sans eux. Et c'était une bonne forme. Ni tapageuse, ni dramatique, juste stable, digne, la mienne. Rosalie m'a écrit une carte postale de Marseille. Ils me prennent toujours pour une veuve avec un héritage secret, a-t-elle griffonné. Qu'ils le fassent. Au dos, un dessin de deux femmes dansant dans un bar. L'une avec un foulard jaune, les bras levés. J'ai ri en le voyant, je l'ai encadré et je l'ai mis près de la fenêtre de la cuisine. Puis un matin, j'ai appelé David. Dimanche, ai-je dit, 5 heures. J'apporterai le dessert. Il avait l'air surpris, reconnaissant, prudent, comme il se doit. Quand je suis arrivée chez eux, Laura a ouvert la porte. Elle n'a pas souri. Trop vite. N'a pas tendu la main pour me prendre dans ses bras.
s'est juste écartée et a dit « Entrez ». Je traversais les pièces comme un invité. Et non comme quelqu'un qui était venu ici chaque semaine. Les murs étaient décorés de nouvelles œuvres d'art. Les meubles avaient été réorganisés. Même l'air semblait différent. Je n'étais pas blessé. Ils avaient continué à vivre. Moi aussi. Amélia était déjà à table. Elle se leva et m'embrassa sur la joue. J'ai fait de la salade, murmura-t-elle comme si c'était un secret partagé. Ne dis rien à maman si c'est mauvais. Je pris ma place. Le dîner fut bon, courtois, un peu guindé. David posa des questions. Laura soutint une deuxième portion. Amélia fit des blagues. Je répondis simplement. J'écoutais plus que je ne parlais. J'observais la façon dont David me lançait des regards. Comme quelqu'un qui vérifie les fissures. Dans un mur. Vers la fin, il s'éclaircit la gorge. J'ai lu ton carnet. Je le regardais. Quel carnet? Celui sur le plancher sur la photo. Amélia m'a laissé en lire. Un peu. J'ai haussé un sourcil. Elle t'a montré. Elle a dit que c'était important. J'ai vu ce que tu ne disais pas. Ça lui ressemblait. Il a hésité, puis a ajouté, ça m'a fait mal. Bien, ai-je dit. Il a levé les yeux, surpris. Bien, ai-je répété. Parce que ça veut dire que tu m'as enfin entendu. Il a hoché la tête lentement. Je l'ai fait. Laura s'est éclairci la gorge. On a beaucoup parlé de choses. Et on veut faire mieux. Je ne suis pas là pour des promesses, ai-je dit. Je suis là pour voir si tu apprends. Ils ont tous deux hoché la tête. J'ai sorti le dessert. Une tarte au citron, pas trop sucrée. Juste assez piquante pour réveiller la bouche. Nous avons mangé en silence un moment. Puis Amélia a dit, je veux lire quelque chose. Elle a sorti une page pliée de sa poche. Sa propre liste, maintenant. Sa voix tremblait un peu. Des choses dont je veux me souvenir. Ma grand-mère m'a appris que disparaître discrètement est une mort lente. Que rester doux n'est pas synonyme de silence. Que les femmes ne doivent pas leur énergie au réconfort des autres. Que aimer quelqu'un ne signifie pas se faire petit. Qu'il est normal de dépasser sa place à table et d'en exiger une autre. J'ai cligné des yeux. Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, Laura s'est levée. Elle a commencé à débarrasser. David m'a aidé. Amélia a resservi du thé, et je me suis assise, les mains posées sur mes genoux, observant le silence s'installer. Pas celui qui est inconfortable, mais celui qui est mérité. Celui que l'on partage quand les gens apprennent enfin à se tenir les uns les autres avec honnêteté. Quand je suis partie, David m'a raccompagnée à la porte. Il a hésité avant de parler. Je sais que ça va prendre du temps, a-t-il dit. J'ai du temps, ai-je répondu. Puis j'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti une fine enveloppe et je la lui ai tendue. Qu'est-ce que c'est? Une copie des billets, ceux que j'ai annulés. Il l'a regardé fixement. Je les ai gardés, ai-je dit, non par méchanceté, mais par vérité, pour qu'on n'oublie pas combien il était facile de m'effacer. Il n'a pas ouvert l'enveloppe, il a juste hoché la tête et l'a glissée dans sa poche. Nous ne nous sommes pas pris dans les bras, mais nous sommes restés proches comme des personnes qui pourraient un jour se comprendre sans avoir à expliquer chaque bleu. À la maison, je me suis déshabillée lentement, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles, j'ai plié mon foulard. Je me suis tenue devant le miroir, à observer mon visage. Plus âgée, certes, mais pas fatiguée. Plus sage, mais pas froide.
Il y avait là des lignes qui n'existaient pas avant le voyage. Mais ce n'étaient pas des fissures. C'étaient des chemins. Des racines que j'avais ramenées à moi. Avant de me coucher, j'ai écrit une dernière page. Des choses pour lesquelles je ne m'excuse plus. Vouloir de l'espace, vouloir plus, dire non, partir discrètement, revenir plus fort. Et au fond, en petits caractères, je n'ai jamais été trop vieille. On ne m'a simplement jamais demandé si je rêvais encore. Maintenant, je n'attends plus qu'on me le demande. J'y vais.